Je disais tout à l'heure qu'on s'intéressait au marché parce qu'on avait les rendements des fonds en euros qui ne faisaient que baisser. Et on voit apparaître dans l'univers des placements une alternative qui s'appelle le crowdfunding. Olivier, on va faire juste un peu de pédagogie là aujourd'hui pour essayer de comprendre ce nouveau truc. Ça existe depuis peu et j'ai déjà l'impression qu'on a réussi à créer une usine à gaz d'enfer qui fait qu'on n'y comprend déjà plus rien. Est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de nous expliquer ce qu'est le crowdfunding et quelles sont les différentes formules de placement proposées ? C'est vrai qu'en France, c'est devenu un petit peu compliqué assez rapidement, alors qu'en fait, ça repose sur une notion extrêmement simple. Le crowdfunding, ou en français, finance participative, est le principe de venir financer un projet par la foule. Autrement dit, de mettre en relation par Internet des personnes, des sociétés, des associations, des porteurs de projets individuels qui vont avoir un besoin de financement avec des investisseurs qui eux aussi peuvent être des particuliers ou des institutionnels et qui vont venir financer ces projets. C'est quelque chose qui s'est développé il y a quelques années aux États-Unis. Ça a collecté plus de 16 milliards de dollars l'année dernière partout dans le monde. En France, un petit peu plus de 100 millions d'euros. Donc c'est encore un micro marché, mais en tout cas ça commence à faire de plus en plus d'émules. Et en France, il y a eu effectivement en octobre 2014, enfin durant l'année 2014, une réglementation qui s'est mise en place pour venir encadrer donc ce financement participatif. Et on retrouve dans ce financement participatif 3 grandes catégories, parce qu'on peut financer plein de choses. Ça peut être des projets associatifs, des projets locaux, ça peut être des entreprises, ça peut être une fois de plus de l'humanitaire, du social, etc., etc. Alors on va pouvoir faire soit du don, et on l'a vu, et il y a entre autres les premières plateformes qui se sont développées sous ce principe de don. On va tout simplement donner avec ou sans contrepartie à un porteur de projet. Ça peut être un projet artistique, par exemple sponsoriser le lancement d'un nouvel album, et en échange on va recevoir cet album. C'est Grégoire qui s'était lancé. Tout à fait. C'était Grégoire qui s'était lancé comme ça. Je ne sais pas, vous avez suivi d'aussi près, Jean-François, mais effectivement c'était Grégoire. Toujours à la pour l'exemple français, je vois ça. Et puis pour ce qui nous intéresse plus en tant peut-être qu'investisseur, c'est le prêt ou le titre. Là, du côté prêt avec ou sans intérêt, c'est par exemple prêter à la boulangerie de son quartier parce qu'elle va vouloir s'équiper d'un nouveau four à pain et qu'elle peut faire appel au financement participatif. Dans ce cas-là, la réglementation en France permet de le faire, mais limite l'investissement à 1 000 € par projet. Donc ça veut dire que si vous voulez prêter à ce type de projet sous forme de prêt, vous ne pouvez pas investir plus de 1 000 € par projet et par entreprise. Ça, c'est fait pour protéger les gens ? Ça, c'est fait, oui, pour protéger les gens. Alors on peut le voir aussi dans l'autre sens, parce que aller chercher du rendement, et comme vous le rappeliez tout à l'heure, c'est bien d'aller chercher du rendement, mais si on va chercher du rendement à 6, 7, 8, voire 10%, sur 500 € ou sur 1 000 €, c'est pas forcément et ça, on essaie de faire en sorte que intelligent. si jamais les gens se prennent une tôle, ils ne se prennent pas une tôle trop importante. Il faut rester de toute façon raisonnable, et le principe de base, il est de toute façon de diversifier son investissement également sur ce type de financement. Et donc ça, c'est le prêt. Et ça, c'est le prêt. Finalement, quand je fais un prêt, je deviens banquier. Je prends la place du banquier. Vous venez de banquier, c'est ce que permet de faire la réglementation, et entre autres, le gouvernement a souhaité casser le monopole bancaire, hein, puisqu'avant, il n'y avait que les établissements bancaires qui pouvaient faire du crédit. Aujourd'hui, un particulier à hauteur de 1 000 € par projet peut prêter à une entreprise, et vous aurez un contrat de crédit avec l'entreprise. Troisième solution, les titres. Là, je rentre dans un univers que je connais un peu mieux, c'est celui des obligations et des actions. Oui, on rentre dans un univers qu'on connaît mieux, entre autres ici, aujourd'hui. C'est par exemple venir financer une start-up et donc devenir actionnaire de cette société, ou lui prêter de l'argent sous forme d'obligation, recevoir une obligation qui va nous payer un intérêt tous les mois, tous les trimestres, avec un remboursement qui sera prévu à l'avance. Combien ça rapporte ? Vous m'avez fait rêver, vous m'avez parlé de 6, 7, je peux avoir plus ? Oui, on peut aller à 9, on peut aller à 10. Il y a des plateformes qui vont vous présenter 12, mais à un moment donné, c'est pas forcément très raisonnable. Alors, il y a des questions qui se posent par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on nous interroge et on dit, mais je comprends pas les taux. Et on l'a vu dans vos exemples, certains taux sont même négatifs. Donc, comment je peux sortir des rendements aussi attrayants? Alors, déjà, première chose à se rappeler, s'il y a du rendement, c'est qu'il y a du risque. Et prêter à une PME, effectivement, ce n'est pas sans risque, mais il faut, une fois de plus, en diversifiant, on peut s'en sortir. Est-ce que l'objectif, c'est quoi en tant qu'investisseur? C'est d'étrangler les gens qui ont besoin de fric? Non, je pense que ce qu'il faut avoir, et aujourd'hui, le niveau qu'il faut avoir en tête, c'est que globalement, si on vient investir et qu'on investit sous forme d'action, si par exemple on décide de prendre part à une nouvelle aventure, un projet qui nous paraît extrêmement attractif, qu'on fait finalement du capital risque, qu'on se veut business angel,
angel, on va pouvoir espérer des taux de rendement qui vont aujourd'hui être de l'ordre de 10 à 15%, c'est le prix à peu près du capital, avec malheureusement un risque qui peut s'avérer extrêmement important parce qu'il faut encore parier sur le bon cheval et donc trouver la société parmi les dizaines de milliers aujourd'hui de start-up en France, la société qui paiera plus que les autres. Qu'est-ce qui marche le mieux aujourd'hui? C'est les actions, le prêt, les obligues? Aujourd'hui... Le don? Alors, le don, on ne l'a pas traité ici, ça reste généralement assez faible puisque le ticket moyen sur le don est de l'ordre de 60 € et on finance surtout des projets qui sont de quelques milliers d'euros aujourd'hui sur le don. Le prêt... Et dans l'univers de la finance, on sait que sur cette partie-là, on a une certitude, c'est que la rentabilité financière est de 0. Sauf si vous recevez l'album de Grégoire et que vous en êtes ravi. Mais effectivement, après, côté prêt et capital, c'est à peu près dans les mêmes ordres d'idées, avec deux profils de risque, on l'a bien compris, totalement différents, puisque investir en capital dans une société, ce n'est pas comme lui prêter de l'argent en espérant qu'elle sera là jusqu'à la fin du prêt ou de l'obligation. Lorsqu'on a vu débouler le crowdfunding, on nous a dit, voilà, les banquiers font pas leur boulot, il faut prêter il y a des gens qui ont besoin de financement, ils n'arrivent pas à avoir des financements, donc on crée ce financement par la foule. Très bien. Ça, c'est ce qu'on nous a dit au début, et votre modèle m'explique à peu près ça. J'ai récemment entendu parler de plateformes de financement participatif immobilier. Racontez-moi ce truc-là, c'est quoi ça ? C'est là où ça devient compliqué. Surtout que certaines ne sont pas du tout des plateformes de financement participatif, mais sont juste des agents immobiliers ou des promoteurs qui essayent de vous revendre directement leurs titres. Alors restons dans les gens sérieux, restons dans les gens qui font vraiment du crowdfunding et de l'immobilier. Et pourquoi l'immobilier typiquement est un projet intéressant? Parce que c'est là où on comprend pourquoi, non pas que les banques ne financent pas, mais qu'elles ne financent pas à n'importe quel moment et qu'elles ne vont pas pouvoir financer tout. Dans le cadre d'une société. On a résumé ici très brièvement les différentes étapes d'un programme de promotion immobilière. À chacune de ces étapes, il y a un certain nombre de risques. Et en face de ces risques, eh bien, lorsqu'on veut les financer, il faut mettre les capitaux qui sont adéquats. D'abord, il faut que j'achète le terrain. Il faut acheter le terrain. Et comme on le sait, ça peut prendre relativement du temps, surtout qu'il faut sécuriser ce terrain, on peut avoir des droits de préemption, etc., etc. Ce sont des opérations qui, souvent, peuvent prendre plusieurs mois. Une fois que vous avez sécurisé le foncier, il faut purger les permis de construire. Globalement, avoir toutes les autorisations, attendre que tous les recours, et vous pouvez finir avec le tribunal administratif, etc., etc. Toute cette partie-là, généralement, le promoteur immobilier va les financer sur ses fonds propres, parce qu'il ne va pas trouver de banque ou d'investisseurs en dette qui serait... Risque trop important. Risque trop important. Une fois qu'on va avoir dégagé ces deux risques et qu'on va commencer à être dans la phase de commercialisation, et généralement autour de 20 ou 30%, et donc que l'entreprise va pouvoir commencer à sécuriser son opération, à rentrer des acomptes, et bien là, elle va essayer de dégager, le promoteur va essayer de dégager ses fonds propres, tout simplement pour les utiliser à d'autres endroits plus rentables pour lui, parce qu'il espère en dégager des rentabilités de l'ordre de 15 à 20%. Et il va à la place de ses fonds propres, et essayer de commencer à rentrer de la dette. C'est ce qu'on a représenté ici, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où les projets vont devenir dits bancables, les banques vont commencer à prêter, et puis on va pouvoir essayer de retrouver aussi, pourquoi pas, du financement participatif sur cette période, et c'est là qu'on sort aujourd'hui des taux de rentabilité. Très honnêtement, jusqu'à 10%, au-delà, on commence à être sur des projets qui, généralement, cachent quelques loups. 2 mots de conclusion. Les bêtises à ne pas faire. Bon, il y en a plusieurs, hein. C'est à peu près toujours les mêmes, mais si on l'adapte aujourd'hui au monde du crowdfunding, c'est déjà ne pas croire qu'on peut avoir beaucoup de rendement sans risque. On voit un certain nombre de communications, des fois, qui se veulent de plateformes dites de financement participatif, mais qui ne sont pas des plateformes de financement participatif. On va vous expliquer que vous allez toucher 15% sur les 2 prochaines années, et qu'à la sortie, vous récupérez votre capital. Ça n'existe pas, ce n'est tout simplement pas possible, c'est qu'il y a un loup quelque part. Donc gros rendement. Gros rendement sans risque, gros rendement, c'est quoi? Quand on commence à dire 6% sans risque, c'est du pipeau? Oui, même en dessous, mais okay. Voilà, 6-7%, il faut commencer à se méfier. D'accord. Surtout si on veut parce que gros, 6%, il y a de cela quelques années, sur un contrat d'assurance vie, c'était la norme. Donc, quand on est quelques années. Quand on est sur des niveaux comme ça, attention. Autre mise en garde. Prudence sur les montages inadaptés. Aujourd'hui, une plateforme sérieuse va vous proposer d'investir soit en capital, soit en obligation à une société qui va avoir une forme soit d'SA, mais ça va être rare, donc de SAS, de société à action simplifiée, ou encore d'SARL. Évitez les montages du type CNC, société en nom collectif, SCI, CEP, c'est des noms que vous connaissez
peut-être. Pourquoi? Tout simplement parce que vous êtes responsable au-delà de vos investissements. Donc ça veut dire qu'on peut venir vous chercher sur votre argent personnel. Donc si il y a plus de risques que sur les produits de levier qu'on a en bourse. Quasiment. OK. Dernier élément. Ne pas faire votre choix par rapport aux avantages fiscaux. Il y a beaucoup aujourd'hui de projets qui vous vendent avant tout de l'avantage fiscal. Attention, vous allez payer moins d'ISF. Attention, vous allez payer moins d'impôts sur le revenu. Généralement, c'est l'art et la manière de vous vendre tout ce qui ne peut pas se vendre autrement. Donc, je dirais l'avantage fiscal est un point à regarder, mais il ne doit pas être l'un des arguments principaux. Qui dit avantage fiscal dit obligatoirement le fait qu'on soit dans la partie capitale, donc autrement dit dans la partie la plus rentable, mais aussi la plus risquée. Tout à fait. OK. Maintenant, des recommandations positives, parce qu'on ne va pas dire que du mal. Pour une fois, les régulateurs, même s'ils ont un peu complexifié les choses, on les ont quand même bien fait. Donc il y a un label aujourd'hui sur l'ensemble de cette plateforme. Et ces plateformes, elles sont soit régulées par l'autorité des marchés financiers, soit par la Banque de France. Donc faites attention que vous vous adressez bien à une plateforme qui soit régulée. C'est le cas chez nous. On a un vrai savoir-faire en France qui fait qu'on a 2 autorités de tutelle pour à peu près le même type de placement. On a l'AMF sur les titres, on a la CPR sur le crédit. Voilà, les banques ont les mêmes. C'est pas forcément toujours très évident parce que ça parle pas forcément toujours le même langage, mais bon, on fait avec. Et c'est le cas chez nous, nous sommes régulés aujourd'hui par l'autorité des marchés financiers. Comprendre qui on finance et comment, c'est-à-dire qu'on ne va pas à l'aveuglette sur n'importe quel type de projet. C'est en plus passionnant parce qu'on découvre des entrepreneurs de talent, on découvre des projets très prometteurs à financer, mais il faut aussi investir, je dirais, aussi personnellement, intellectuellement, pour avoir une idée de ce qu'on va financer. Bien entendu, multiplier les projets pour diviser les risques. Vous parliez tout à l'heure d'une dizaine de valeurs dans un portefeuille. Là, dans le crédit ou dans l'obligation, on va vous conseiller un minimum de 10, 15, voire 20 valeurs. On est sur des petites PME. Mieux vaut prêter 500 € à 20 projets que de prêter 10 000 au même. Bien. 5 à 10% maximum de son portefeuille titre, ça je pense que ça reste effectivement très raisonnable parce qu'on reste de toute façon sur quelque chose sur lequel il y a du rendement potentiel mais donc du risque. Bien, mesdames et messieurs, on applaudit Olivier Gentier.